C'est sans doute le service de renseignement le plus puissant du monde et il fascine toujours autant. La CIA est entourée d'idées reçues, de mythes et de fantasmes. Qu'en est-il réellement de ce service secret qui n'a jamais été autant observé et critiqué? Un homme a mené l'enquête. Antoine Mariotti est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Merci TV5 beaucoup. Monde. Vous êtes journaliste à France 24 et vous avez notamment couvert la guerre en Syrie. Vous avez été correspondant à Jérusalem également. Votre livre a pour titre L'Agence, histoire secrète de la CIA. C'est aux éditions Talendier. On va commencer par l'actualité brûlante, si l'on peut dire. On l'a appris il y a quelques minutes. Les États-Unis avertissent Israël d'une attaque balistique imminente, donc attaque iranienne imminente sur Israël, qui visiblement commence à donner des consignes à sa population. Quand un pays comme les États-Unis donne une telle information, en général on dit la Maison-Blanche, le porte-parole. Qui donne cette information? La CIA? Alors clairement, la CIA est impliquée parce que ce genre d'information, c'est exactement comme l'épisode que je raconte dans ce livre sur le début de la guerre en Ukraine où, rappelez-vous, les Américains avaient prévenu en disant attention, ce n'est pas un exercice, les Russes vont réellement envahir l'Ukraine. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ne voulait pas le croire. Donc le patron de la CIA était allé sur place, avait montré des preuves et là encore il y avait des doutes. Et ensuite c'est Anthony Blinken, le chef de la diplomatie, qui était allé aussi. Donc pour vous montrer que ça commence par les services de renseignement pour finir par la diplomatie ou par la politique, donc par la Maison-Blanche. Mais initialement, les renseignements qui permettent d'avoir cette information suffisamment crédible pour qu'Israël rappelle tout le monde dans les abris, ou en tout cas à proximité, notamment à Tel Aviv, et pour que l'ambassade américaine, qui est donc à Jérusalem depuis quelques années maintenant, appelle tous ses ressortissants à aller dans les abris immédiatement jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que vous avez des sources de la CIA sur place, potentiellement, des sources humaines qui peuvent faire remonter des informations. Et vous avez aussi un autre service de renseignement avec lequel travaille beaucoup la CIA, qui est la NSA, qui est finalement tout ce qui est écoute téléphonique, imagerie satellite, et qui est extrêmement puissant. Et les fameuses écoutes donc, qui avaient fait scandale, on avait parlé beaucoup avec Wikileaks, etc., c'était la NSA. Donc c'est un travail commun, et en commun, eh bien, ils peuvent avoir des informations qui permettent d'être suffisamment sûrs, ou qu'il y ait une probabilité suffisamment forte, puisque dans les services de renseignement, c'est rarement noir ou blanc, c'est souvent une question de probabilité. Faible, une zone fort, grise. Ouais. J'allais vous dire justement, c'est vrai que Russie-Ukraine, il y avait des troupes quand même à ce sol. Là, j'allais dire comment la CIA le sait. Vous dites il y a du renseignement sur place, il y a des agents doubles, on imagine, parce qu'il y a quand même du fantasme parfois justifié. Oui. Et vous l'avez dit, donc les écoutes notamment. Tiens, vous parlez de la NSA et de Wikileaks, justement. Julian Assange, on en parlait dans la première partie. Il a parlé aujourd'hui de ce que vous dites. Il a exposé l'infiltration. Alors lui, il dit de la CIA. Moi, j'aurais plutôt pensé à la NSA, mais dans les partis politiques français et allemands, ainsi que sa manipulation des chaînes d'approvisionnement et l'installation de logiciels espions dans les télévisions connectées, les voitures et les iPhones. Il a raison ? Alors, dans les iPhones, typiquement, votre téléphone, si vous le posez, même si vous ne vous en servez pas, s'il a été visé, qu'il a été tapé, comme on peut dire, par les services de renseignement, il peut servir d'écoute, au même titre que certains écrans qui sont très connectés aujourd'hui, eh bien, peuvent vous filmer chez vous. Mais il faut vraiment que vous soyez une cible, c'est-à-dire que tous les téléphones ne sont pas comme ça. Mais là, il parle sans doute d'Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. On sait que par la NSA, il y avait eu les portables d'Emmanuel Macron, de François Hollande, d'Angela Merkel, qui avaient été écoutés. En effet, ça, c'est davantage la NSA. Mais cela dit, pour infiltrer des partis politiques ou autres, c'est davantage la CIA. La NSA va vraiment être sur les écoutes téléphoniques. Et par exemple, on parlait à l'instant de cette invasion russe. Avant qu'elle soit prévisible, il y avait les mouvements de troupes, donc des imageries satellites de la NSA, avec une analyse aussi des agents de la NSA, mais aussi des officiers de la CIA qui connaissent le terrain. Et vous aviez des agents de la CIA, des officiers de la CIA qui étaient infiltrés, il y avait des taupes notamment au Kremlin. Et puis vous aviez des écoutes téléphoniques qui ont permis que tous ces éléments-là, parce que souvent c'est une botte de foin, et vous avez parfois des milliers de petits points, ou alors quelques informations à trouver au milieu de dizaines de milliers d'informations, pour arriver à se dire, bon, il y a un faisceau suffisamment concordant pour être certain que ce ne soit pas un hasard. Alors on va venir au cœur de votre livre, même si on y est déjà, on va parler de l'Afghanistan et d'un certain Ben Laden notamment, mais avant tout de même, restons sur cette actualité. À chaque fois qu'il y a un phénomène, c'est vrai que la CIA est montrée du doigt, ou en tout cas on se pose des questions. Prenons l'attaque imputée à Israël, qui n'a jamais été revendiquée, des beepers du Hezbollah. C'était il y a 2 semaines, le début de l'offensive, on va dire, massive contre le Hezbollah. Est-ce que la CIA est forcément au courant? Est-ce qu'elle travaille avec le Mossad ou pas forcément? Elle n'est pas forcément au courant. Ils travaillent ensemble, comme ils peuvent travailler avec la DGSE en France, le MI6 britannique par exemple, ou ce genre de services amis, ou pas toujours amis d'ailleurs.
mais c'est souvent dans des échanges d'informations. Sauf quand j'ai tout un chapitre qui s'appelle la CIA aux Invalides, par exemple. Il y avait une unité montée avec des officiers de la CIA, de la DGSE, du MI6, des Australiens aussi, pour traquer à un moment donné, britannique, pour travailler sur vraiment la lutte contre certains terroristes islamistes. Et on était vers 2003 à ce moment-là. Donc là, il y avait vraiment un travail en commun ou un partage entier d'informations. Il y a eu un partage entier d'informations, par exemple, dans la lutte contre l'État islamique aussi, parce que l'urgence était vraiment trop forte. Sinon, la plupart du temps, on est dans des échanges d'informations. Vous avez beau être un service ami, la CIA et le Mossad sont amis, mais si je vous donne une information, il faut aussi que j'ai quelque chose en échange, la plupart du temps. Donc là, typiquement, le Mossad a manifestement réussi à piéger ces milliers de beepers, que ce soit au moment de la fabrication, au moment de l'expédition ou autre. Ils ne vont pas prévenir la CIA. Ils peuvent potentiellement, pour des raisons politiques, prévenir les États-Unis avant d'activer et pour ce genre de raisons-là. Mais ils n'ont pas besoin sur le mode opératoire. Non, chacun est assez jaloux de ses prérogatives, y compris au sein des mêmes pays. C'est-à-dire que la CIA, par exemple, ne partage pas tout, il y a même des guerres de service, avec le FBI ou avec la NSA, comme en France, la DGSE, DGSI. Services extérieurs et intérieurs. Alors vous avez rencontré d'anciens cadres de la CIA, d'anciens espions également, qui vous racontent les missions, les succès, les échecs, les désillusions. Leur version aussi des attentats du 11 septembre. Comment la CIA est-elle passée à côté des attentats du World Trade Center ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des dizaines de milliers d'informations qui arrivent tous les jours. C'est pas une image, c'est réel. Je parlais par exemple avec un ancien responsable qui travaillait à Langley au siège de la CIA, et à cette époque-là, il me disait, moi j'avais un poste un peu à responsabilité. Quand j'avais fini de manger avec ma famille le dimanche un petit peu tôt, je repartais au travail pour épurer 2-3 000 câbles qui arrivaient, c'est-à-dire des messages internes de la CIA qui arrivent de leurs antennes du monde entier, donc de leurs espions partout dans le monde entier, pour épurer, parce que sinon j'arrivais le matin, j'en avais 10 000, c'était intenable et on ne peut pas faire ça. Donc ils ont des moyens pour pouvoir avoir suffisamment d'informations, pour pouvoir faire le tri, etc. Mais ce n'est pas évident. Alors pour le 11 septembre, ils savaient que quelque chose se préparait. Il y avait suffisamment d'informations au fur et à mesure, que ce soit des écoutes, des surveillances, etc., même s'ils ont eu du mal à infiltrer Al-Qaïda, pour pouvoir dire, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas où. Cela dit, le 6 août 2001, un mois avant le 11 septembre, il y a eu une note qui est remontée à la Maison-Blanche de la CIA qui disait Ben Laden déterminé à frapper sur le sol américain. Donc, on le savait sans savoir exactement quand. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une bonne de foin. On ne savait pas particulièrement que c'était des avions et il y en a des milliers qui volent. Donc, à quel moment vous savez lequel précisément ? En revanche, et là, il y a eu un souci, c'est que la CIA avait repéré plusieurs membres d'Al-Qaïda et en Asie, dans une réunion, ils ont réussi à entrer dans leur chambre et à voir sur leur passeport qu'ils avaient des visas pour les États-Unis, donc ils allaient pouvoir entrer légalement, comme vous et moi, sur le sol américain. Et ils ont gardé jalousement cette information. Ils ne l'ont pas transmise au FBI. Le problème, c'est que quand ils arrivent sur le sol américain, la CIA n'a plus les moyens et n'a plus le droit de les suivre sur le sol américain. Ça devient un travail du FBI qui, au choix, soit les arrête immédiatement à l'arrivée sur le sol des États-Unis, soit les prend en chasse pour voir avec qui ils peuvent avoir des liens aux États-Unis pour potentiellement démanteler un réseau. Et ces deux membres-là, eh bien, on fait partie des pirates de l'air du 11 septembre. La CIA avait-elle vraiment aidé Oussama Ben Laden à lutter contre les soviétiques ? On entend parfois que c'est un pur produit de la CIA. Quelle est la part du vrai, quel est le faux ? C'est pas un pur produit de la CIA, ça c'est toujours un peu facile de dire ça. C'est comme quand on dit, on reprenait une phrase à un moment donné de Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères, de dire que finalement la France avait soutenu Daesh, etc., l'organisation État islamique. C'est toujours un peu des caricatures faciles. Non. En revanche, à cette époque-là, on est dans une guerre froide et les moudjahidines, c'est-à-dire les combattants afghans qui se battent dans leur pays contre l'invasion russe, donc contre les soviétiques à l'époque, donc de 79 à 89, eh bien, ils ont été soutenus par les Américains. Par des Français aussi, il y a des armes françaises qui sont arrivées là-bas. Donc oui, il y a eu beaucoup d'aide, mais c'est pas pour autant qu'on a dit tiens, Ben Laden va être une créature de la CIA. Ça, c'est une caricature. Juste, vous disiez Laurent Fabius, c'était pas Daesh qui était reproché, c'est plutôt le Front Al-Nosra qui parlait de l'opposition moderne. Et je parle sur votre Oui, vous avez raison. Vous avez couvert la guerre en Syrie. Et d'ailleurs, on est rattrapé par l'actualité parce que vous dites que la CIA, à un moment donné, enfin pas à un moment donné, elle aide les opposants à Bachar al-Assad. Oui. Il y a le Hezbollah qui soutient le pouvoir de Damas. Oui. Mais il ne faut pas que la CIA craint que le Liban serve justement, soit déstabilisé par cette question-là.
Ah oui, puis alors ça c'est une question à la fois politique, géopolitique et en même temps en termes d'armement, parce que la CIA a sans cesse été tenue en bride finalement par le pouvoir politique. La CIA voulait régulièrement, moi j'ai rencontré des responsables des relations avec l'opposition syrienne et de l'armement avec l'opposition syrienne, ils étaient extrêmement frustrés qu'à la Maison-Blanche, donc Barack Obama à l'époque, on ne veuille pas aller plus loin. Alors que le département d'État, c'était Hillary Clinton, voulait aller plus loin, la CIA, eh bien, elle aussi voulait aller plus loin, et c'était notamment David Petraeus à ce moment-là. Mais il y a la question du pouvoir politique qui dit bah non, on ne veut pas paraître comme étant nous directement en guerre contre la Syrie, on ne veut pas apparaître comme étant nous à renverser un régime comme on a pu le faire régulièrement en Amérique du Sud par exemple, comme on a pu en être accusé. Ou en Irak, et la CIA est tristement associée aussi aux prisons secrètes en Europe, et aussi à Abu Ghraib. Oui, exactement. Alors Abu Ghraib, c'est particulier parce que c'était à la fois une prison donc à l'entrée de Bagdad, qui était une prison de l'armée, et en même temps il y avait une partie de cette prison qui était dédiée à la CIA pour des espions de la CIA. Enfin, la CIA pouvait y aller régulièrement interviewer, mais c'était tenu par l'armée. Alors que les prisons secrètes que vous évoquez très justement, elles étaient un petit peu partout, y compris en Thaïlande par exemple. Et là, c'était secret, c'est-à-dire qu'une prison de l'armée, vous êtes obligé de faire venir le Comité international de la Croix-Rouge, vous êtes obligé de respecter les conventions de Genève, de déclarer que vous avez tel prisonnier. Dans ces prisons secrètes, personne ne savait où ils étaient. Ils ont pris Abu Zubaydah, par exemple, qui a été à l'époque présenté par la CIA comme le numéro 3 d'Al-Qaïda. Je raconte toute sa capture dans le livre, au Pakistan. Le FBI pensait qu'il était beaucoup moins important. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé en Thaïlande. Personne ne savait où il était. Et là, ils ont pu le torturer. Initialement, il a été interrogé par le FBI et la CIA est arrivée en disant non, maintenant c'est terminé. Et ils ont commencé la torture. Et il a fini à Guantanamo, qui n'est pas une prison secrète, mais qui est une prison de l'armée. Et on va conclure cet entretien. Léon Panetta, vous l'avez rencontré, ancien directeur de la CIA. Je terminerai par cette phrase. Nous savons comment retrouver les terroristes et les tuer, vous a-t-il dit, mais il y a une chose sur laquelle nous n'avons pas travaillé, comment empêcher les terroristes de devenir des terroristes. Il faut toujours faut toujours écouter les anciens du renseignement. L'éternel recommencement, et c'est exactement ça, comme on n'a pas appris du Vietnam. Le travail entre politique aussi et service. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Antoine Mariotti. Donc l'agence Histoire secrète de la CIA, c'est chez Talendier. Merci à vous. Merci.